Bon, alors, comme vous voyez sur cette slide, alors moi, je vais vous parler de la concurrence sur le marché des énergies et je vais essayer de me cantonner aux 15 minutes. Donc, alors, il faut que j'arrive à passer à la diapo. Voilà. Donc, en ce qui concerne le déroulement de la présentation, on va aborder, donc il y aura une petite introduction, puis après, on va aborder le marché et on va surtout étudier son histoire qui est principalement monopolistique à oligopolistique. Alors rassurez-vous, tous les termes vont être définis au cours de la présentation. Ensuite, on va étudier la libéralisation du marché des énergies et on va voir qu'elle est effectivement récente. On va voir ses conséquences, etc. Et ça, donc, ça sera la troisième partie. Alors, pour l'introduction, il y a besoin de définir certains termes d'économie. Donc, par exemple, le marché, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un système d'échange où se rencontre l'offre des vendeurs et la demande des acheteurs, donc comme l'avait décrit Augustin dans sa présentation. La concurrence, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une rivalité entre plusieurs agents économiques pour un même marché. Il existe un modèle théorique de concurrence qui dit le modèle de CPP, le modèle de concurrence pure et parfaite. Donc, les conditions pour avoir ce type de marché, c'est une atomicité du marché, c'est-à-dire que les acheteurs et les vendeurs sont suffisamment nombreux pour qu'une décision individuelle ne puisse pas conduire à une variation de l'offre ou de la demande générale. Il faut qu'il y ait une homogénéité des produits, c'est-à-dire que les biens qui sont échangés sont semblables en qualité et en caractéristiques. Et donc, il n'y a pas de différence de qualité entre les produits. Et enfin, il faut une transparence parfaite de l'information entre tous les agents sur le bien qui est échangé. Donc là, comme vous voyez, ces conditions ne sont généralement pas réunies. Et donc, on n'a pas ce qui est la conséquence d'une CPP, c'est-à-dire un prix de marché, avec des agents dits price taker. Un agent price taker, c'est un agent qui, en fait, ça veut dire que les entreprises ne peuvent pas fixer elles-mêmes le prix du bien qu'elles vendent. C'est-à-dire que c'est la concurrence qui va fixer le prix avec la négociation et la loi de l'offre et de la demande. Donc voilà, donc dans notre réalité, il y a une concurrence qui est dite imparfaite, c'est-à-dire qu'il existe des monopoles et des oligopoles qui induisent des inefficacités. Et donc maintenant, on va continuer avec une étude du marché qui est historiquement monopolistique à oligopolistique. Donc, qu'est-ce qu'un monopole déjà? Donc, un monopole, c'est une situation dans laquelle un offreur se trouve détenir une position d'exhaustivité et d'exclusivité sur un produit ou un service offert à une multitude d'acheteurs. Un oligopole, qu'est-ce que c'est? C'est sur un marché quand on a un nombre d'offreurs disposant d'un certain pouvoir de marché et un nombre important de demandeurs. Donc voilà, un monopole, c'est une entreprise qui propose un type de bien à tout le monde et un oligopole, c'est peu d'entreprises qui proposent le même bien à tout le monde. Donc, il faut savoir que l'institutionnalisation pour le contrôle des productions énergétiques est vraiment un phénomène qui est enraciné dans le modèle économique depuis plus de 2 siècles. Les énergies principalement concernées sont bien sûr le pétrole, l'électricité, le gaz et le charbon, même si ce dernier est quand même moins significativement exploité de nos jours. Donc, à l'échelle mondiale, on peut étudier l'exemple du marché du pétrole. Il faut savoir que les débuts du marché du pétrole, c'est vraiment la période la plus représentative du modèle monopolistique. Elle est caractérisée par un fort contrôle des États, puisque le contexte géopolitique des énergies est l'un des premiers atouts, bien évidemment, dans l'intervention de l'État dans le cadre d'échanges internationaux. Et c'est dans cette optique économique, géopolitique, qu'il y a eu tout ce soutien aux entreprises pétrolières au cours des décennies, avec donc une volonté de gérer les coûts des énergies pour limiter les abus et gérer de façon moins anarchique les exploitations. Donc, en termes de contrôle, on peut par exemple citer un des premiers exemples qui est la Texas Railroad Commission, dit aussi TRC plus simplement, qui a pris le contrôle total des productions pétrolières du Texas en 1928 afin d'appliquer une organisation plus régulière et méthodique de l'exploitation du pétrole. Donc voilà.
Dans le contexte de guerre et d'après-guerre, il y a eu une forte demande énergétique. Donc, cela a insufflé un nouveau regain dans le contrôle par l'État du marché des énergies. Il y a des acteurs majeurs à cette époque-là qui dominent le marché des énergies pétrolières, du puits d'extraction jusqu'à la pompe. C'est-à-dire que l'ensemble de la chaîne de production et de la chaîne de distribution est contrôlé par une seule et même entreprise. Donc, on est vraiment dans une situation de monopole à oligopole. Donc, ces entreprises internationales restent toujours sous le contrôle de l'État. Et par exemple, on peut citer que les États-Unis, ils sont de plus en plus présents au Moyen-Orient dès 1947 pour justement s'assurer leur indépendance énergétique. Donc, maintenant, on va voir un exemple plus français avec une étude du marché du gaz et de l'électricité. Alors, désolée pour la petite faute. Donc, le secteur et le marché de l'électricité ont très longtemps été fermés en France. Cela est notamment dû au fait qu'il n'y avait que deux fournisseurs sur le marché de gaz et d'électricité. Ces deux fournisseurs étaient le résultat de la nationalisation d'une multitude de sociétés privées qui étaient elles-mêmes spécialisées dans la production, le transport, mais aussi la distribution du gaz et de l'électricité. Donc, ces deux fournisseurs principaux étaient et sont toujours EDF et Engie. Initialement, GDF et GDF Suez ensuite. Voilà. Donc, ce monopole a duré pendant quasiment 60 ans. Donc maintenant, pourquoi ces monopoles ou oligopoles persistent au cours du temps? Eh bien, il faut savoir qu'il y a des barrières à l'entrée du marché des énergies. Il y a notamment la renommée des entreprises historiques, puisque ces entreprises qui sont généralement des entreprises proposant des énergies haut carbone, disposent d'emplacements commerciaux privilégiés, par exemple Total à la Défense, qui est vraiment une plateforme économique et financière majeure en Europe. Et bien sûr, un nouvel arrivant sur le marché des énergies ne pourra pas se payer une tour comme Total à la Défense. Donc voilà. Il y a cette histoire d'ancienneté, de renommée qui est vraiment très très importante. Et aujourd'hui, il faut savoir que le monde dépend toujours énormément des énergies fossiles, qui représentaient en 2019 toujours 84,3% de la consommation mondiale en énergie. Et le charbon, contrairement à ce que beaucoup pensent, est encore la source d'énergie la plus demandée sur le marché et la principale source d'électricité, avec 36,4% de l'électricité produite par le charbon en 2019, dans la totalité, dans le monde entier. Donc voilà, une deuxième barrière à l'entrée du marché des énergies, c'est les économies d'échelle qui sont réalisées par les entreprises déjà existantes. Donc, comme ces entreprises sont implantées depuis longtemps sur le marché, elles disposent d'importants moyens. Ces sociétés ont pu pérenniser leurs activités en développant notamment des industries efficaces. Et la production de ces matières premières en grande quantité est plus rentable qu'en petite, car le coût unitaire, bien sûr, de chaque unité produite diminue. Et donc voilà, ces économies d'échelle sont une barrière à l'entrée sur le marché des petites entreprises qui ne peuvent pas avoir ces industries développées et avoir des coûts de production qui diminuent avec la quantité. Donc voilà. Et après, on peut citer bien sûr les lobbying. À l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir que les grandes entreprises du secteur dépensent plus de 200 millions d'euros par an dans le lobbying pro-fossile pour développer leurs actions. Le FMI estime qu'en France, les subventions pour les énergies fossiles équivaudraient à 3,4 milliards en 2014. Donc c'est énorme, 3,4 milliards. Voilà, il faut essayer de se le représenter. Ils estiment qu'en 2015, c'était 35 milliards de dollars qui étaient alloués sur l'ensemble de la zone euro aux énergies fossiles. Donc ça représente 1,4% du PIB de l'Europe. Donc voilà, et après, bien sûr, il y a une autre barrière qui est inhérente sur le marché des énergies, c'est les coûts fixes de l'innovation et des nouvelles technologies qui sont très importantes dans le marché des énergies. Bien sûr, quand on pense au marché du nucléaire, la construction de centrales nucléaires, c'est juste faramineux comme dépense à faire. Donc EDF, forcément, reste en monopole sur le marché. Et quand on pense aux énergies renouvelables, elles nécessitent des métaux précieux, des terres rares qui sont de nouveau extrêmement chères. Donc voilà, donc maintenant on va passer
Ah voilà, je voulais aussi vous montrer que concernant le coût de l'innovation, que le marché de l'énergie, c'est vraiment un secteur qui est en constante évolution, avec des dépôts de brevets dont le nombre est croissant, surtout durant les 20-40 dernières années. Donc voilà. Alors, maintenant, on va aborder la libéralisation du marché des énergies. Puisqu'on a vu auparavant que le marché était fermé, maintenant on va voir comment il s'est ouvert ces dernières décennies. Alors, on va toujours utiliser l'exemple du marché du pétrole à l'échelle mondiale. Alors, il faut savoir que la titrisation des énergies dans les années 1980 marque le début de la libéralisation de ce marché, puisque comme on va pouvoir échanger des actions en lien avec le pétrole, comme l'avait présenté Augustin, eh bien, il va y avoir une démocratisation et une libéralisation du marché. Un autre facteur qui a abouti à cette libéralisation, ce sont les crashs boursiers successifs, donc depuis une cinquantaine d'années qui surviennent, et surtout la crise des subprimes, puisque ces crises ont entraîné un endettement des États, puisque les États étant très investis, ayant beaucoup d'actions dans les entreprises pétrolières, eh bien, lors des krachs boursiers et de la crise des subprimes, ils se sont énormément endettés, ils ont perdu énormément d'argent et donc au fur et à mesure des années, ils ont décidé de diversifier leur portefeuille d'actions pour investir maintenant dans des énergies moins volatiles, c'est-à-dire qui sont moins dépendantes du marché et donc par exemple, ils vont investir dans les énergies vertes. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser au cas français. Le marché du gaz et de l'électricité s'est libéralisé en 2007, précisément le 1er juillet, afin de laisser donc une place de choix à la concurrence. Cette date correspond au marché destiné aux particuliers principalement, puisque pour les entreprises qui consomment plus de 100 gigawattheures, le marché s'est ouvert réellement bien avant, c'est-à-dire dans les années 2000, plus précisément en 1999. Donc le nouveau modèle du marché unique ainsi que l'ouverture de ce dernier rentre dans la politique menée par l'Europe liée à l'énergie. Donc voilà. Alors je sais plus. Voilà, c'est bon. Il faut savoir que donc la concurrence est extrêmement importante sur le marché des énergies. Pourquoi Parce qu'elle permet d'assurer l'émergence des énergies vertes et bas carbone. En effet, comment on détermine un prix? Alors, je crois que Augustin l'avait abordé un petit peu. Le marché, en fait, il permet une rencontre de l'offre et de la demande, ce qui va déterminer le prix d'échange des marchandises. C'est-à-dire que le marché, il n'atteint pas spontanément l'équilibre, c'est-à-dire que le prix, il n'est pas déterminé comme ça en claquant les doigts. Il existe un mécanisme, en fait, un peu de tâtonnement pour atteindre l'équilibre de marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ce principe, il permet donc un ajustement des quantités offertes et des quantités demandées, en fonction du prix, et elle fonctionne surtout grâce à la concurrence, puisque cette dernière, elle permet une compétitivité prix qui exige de ne pas être plus cher que les concurrents à qualité égale. Donc ces prix sont aussi déterminés par bien sûr le coût de production qui doit être inférieur au prix de marché pour permettre au prix de réserve pour permettre à l'entrepreneur de faire un bénéfice. Voilà, faut pas que produire 1 gigawattheure d'électricité coûte plus cher que le prix qui va être celui du marché. Donc voilà. Donc là, on relève vraiment l'importance des coûts de production qui sont plus élevés pour les énergies au carbone. Alors ça, c'est faux. Je me suis trompée dans mon diaporama. Le coût de production, il est plus élevé pour les énergies bas carbone, puisque avec ce qu'on disait tout à l'heure, le coût des terres rares, le coût important des investissements premiers à faire, eh bien, ça implique que ces énergies bas carbone sont d'une rentabilité inférieure.
Donc, pour permettre l'insertion sur le marché des énergies bas carbone, il y a besoin de régulation sur le marché via des subventions et des fiscalités vertes. Donc, parmi les subventions, il y a par exemple de la TVA à 5% pour les particuliers qui veulent rénover leur maison, leur domicile. Et les fiscalités, bien sûr, il y a la taxe carbone qui permet d'imposer tous les produits pétroliers, les produits dérivés pétroliers, mais aussi le gaz qui est maintenant assujetti à cette taxe carbone, etc. Donc voilà. Maintenant, on va aborder brièvement les conséquences de la libéralisation sur le marché des énergies. Il y a des conséquences qui sont assez directes. Instinctivement, on va comprendre que la baisse du prix des énergies, elle va se faire grâce à la pression concurrentielle. Pression concurrentielle qui est directe, c'est-à-dire que par exemple, une entreprise proposant une nouvelle entreprise qui propose le même bien que celle déjà sur le marché, ça, on va appeler ça une concurrence directe. Après, il y a des concurrences dites indirectes, c'est-à-dire par exemple les énergies bas carbone et haut carbone. C'est des produits qui sont à peu près substituables, c'est-à-dire qui répondent aux mêmes besoins tout en étant un petit peu différents. Ça, c'est une concurrence indirecte. Et après, il y a des nouvelles entreprises qui arrivent sur le marché qui ont des produits qui sont sensiblement différents et on appelle ça donc une concurrence monopolistique. Ensuite, voilà, il y a l'entrée sur le marché des énergies vertes et bas carbone. Il y a bien sûr une plus grande liberté de choix du fournisseur par le consommateur. Il y a une liberté pour les producteurs de s'établir sur le territoire puisque le coût d'implantation sera moins important. Et il y aura un droit d'accès facilité au réseau de transport et de distribution d'énergie par les utilisateurs. C'est un petit peu le même principe que la SNCF qui ouvre ses rails aux entreprises étrangères. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser le réseau de distribution gazier de Total ou de GRDF par d'autres fournisseurs de gaz. Et bien sûr, il y a la mise à disposition aux différents fournisseurs de l'électricité d'origine nucléaire, parce qu'avant, EDF ne revendait pas ses surplus d'électricité. Maintenant, c'est le cas. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais en fait, dans la réalité, c'est pas si simple. Et cette ouverture du marché n'est pas totale. Par exemple, on observe que concernant le marché de l'électricité, les parts de marché sont toujours très orientées vers les fournisseurs historiques, c'est-à-dire qu'on a une conservation de l'hégémonie du tarif réglementé, c'est-à-dire que les gens, ayant toujours été toute leur vie chez EDF, ils vont rester chez EDF et leurs enfants vont rester chez EDF. Voilà. Et donc là, les causes de cela, c'est le manque d'informations liées à l'ouverture du marché, c'est-à-dire qu'on ne va pas être au courant des nouveaux arrivants sur le marché, on ne va pas être au courant que maintenant EDF a de nouveaux concurrents. Il y a aussi, il faut savoir que les sources de production des fournisseurs alternatifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas historiques, voilà. En fait, ils ne peuvent pas construire des centrales nucléaires comme ça. Donc, le plus simple pour eux, c'est de faire des centrales à charbon et à gaz. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec la transition énergétique, ce n'est pas le plus facile. Puis en plus, c'est des coûts qui restent quand même importants. Donc, ils ne vont pas pouvoir rivaliser immédiatement avec l'opérateur historique. Donc là, ça entraîne une faible attractivité des tarifs offerts par les fournisseurs alternatifs VS EDF. Donc voilà, et maintenant concernant le marché du gaz, le rapport de force, il est quand même différent parce que pour le marché de l'électricité, EDF, c'est toujours 83% de l'offre en électricité. Pour le marché du gaz, on est sur du 50-50, c'est-à-dire que les fournisseurs historiques fournissent à l'heure d'aujourd'hui 50% de l'offre et les nouveaux arrivants, les fournisseurs alternatifs, fournissent aussi 50%. Donc il y a eu quand même une plus grande ouverture. Mais cela reste limité. Et pourquoi? Parce que on a une forte augmentation des coûts de production et de transport de l'énergie depuis les années 2000 jusqu'aux années 2010, ce qui a entraîné une augmentation du prix du gaz naturel qui est difficile à amortir par les nouveaux acteurs et par les nouveaux arrivants, parce qu'il y a les barrières à l'entrée du marché qu'on a évoqué tout à l'heure. Et maintenant, le marché du pétrole, je vous mets au défi de me citer plus de 3 ou 4 entreprises fournissant de l'essence en France. L'ouverture reste très restreinte. C'est comme le marché de l'électricité. Et puis d'autant plus avec les fusions-acquisitions qui sont assez récurrentes sur ce marché, avec Total qui a racheté Elf, par exemple. Voilà, donc ça reste limité. Donc, pour conclure, on retient de cette présentation que la concurrence est vraiment extrêmement important pour réduire ce qu'on appelle les inefficacités de marché, c'est-à-dire la perte
d'argent, par exemple, pour le consommateur, dans le cas des énergies. Le consommateur, s'il n'y a pas de concurrence, il va payer un prix plus fort s'il y avait eu de la concurrence. Donc voilà, c'est dommageable pour le consommateur. Et la concurrence, elle permet d'ouvrir le marché aux énergies vertes et bas carbone. Et dans le contexte de la transition énergétique, c'est super important parce que je pense que vous êtes tous avertis que maintenant, la transition énergétique est une nécessité climatique, mais aussi une nécessité économique. C'est-à-dire que plein d'experts ont déterminé quel serait le coût de chaque degré de température d'augmentation dans le monde. Et il se trouve qu'en fait, chaque degré qu'on gagne lors du réchauffement climatique coûte plus cher que si on mettait en place des mesures pour restreindre nos émissions de carbone. Donc voilà, et bien sûr, on retient qu'on a besoin de l'intervention de l'État via des taxes et des subventions pour permettre l'arrivée de la concurrence sur le marché. Et on pourrait ouvrir cette présentation sur les régulations, directives et le fonctionnement des marchés européens et mondiaux parce que on s'est intéressé plutôt au marché français là dans cette présentation, mais ce marché il s'intègre dans des marchés plus globaux qui aussi ont des régulations et des directives différentes. Voilà.